Bonsoir à tous. Et voilà, merci de votre patience. En fait, nous avons connu quelques petits problèmes techniques. Vous êtes nombreux, tellement nombreux que mon petit programme, ma plateforme sature en fait. Voilà, vous êtes presque 600 inscrits. Hein, je viens de le voir. Je suis très impressionnée. Voilà, je vais d'abord vous me présenter brièvement. Donc, je suis Anne-Charlotte Declercq, je suis neuropsychologue. En fait, j'ai un cabinet privé à Malines, près de Charleroi. Et j'ai un invité de Marc ce soir qui a eu la gentillesse en fait de nous parler de son sujet de prédilection, à savoir la haute potentialité chez l'enfant. Voilà, Victor Braconnier est psychologue, il habite la même région que moi, et donc je vais le laisser se présenter. Voilà, bonjour à toutes et tous. Me présenter en quelques mots. Voilà, j'ai travaillé comme chercheur à l'Université de Mons et notamment à la recherche sur les jeunes à haut potentiel. Dans les années 2000, ça a commencé en 1999. Bon, moi-même, j'y ai participé à partir des années 2006, 2007. Donc, ma patientèle est essentiellement, concerne essentiellement des enfants, des ados et des adultes à haut potentiel. Par ailleurs, je suis chargé d'enseignement à l'Université de Mons. Je donne un certificat d'université en aide et accompagnement des enfants et adolescents à haut potentiel en difficulté. Donc, moi-même, je consulte, comme ma collègue vient de le dire, à Gerpine. Je consulte aussi à Mons et à Pérué, près de Tournai. Voilà, en quelques mots, résumé de ce que je fais. Super, merci. Alors, avant de débuter, je vais parler de deux, trois petits aspects techniques pour que ça se passe bien. En fait, voilà, cette conférence va durer 1 heure et demie. Et donc, nous allons essayer de ne pas être trop bavards pour vous laisser la possibilité de poser certaines questions auxquelles on essaiera de répondre avec plaisir. Alors, évidemment, je vous rappelle qu'il s'agit bien d'une conférence et non d'une consultation. Donc, malheureusement, si vous nous parlez de cas d'enfants, d'ados très, très particuliers, ce sera difficile pour nous de vous répondre. On risquerait de mal répondre puisqu'on manquerait d'éléments pour le faire. Et donc voilà, on a déjà ici Véronique qui a initié en fait le chat. Donc vous voyez sur le côté droit de votre écran, vous avez un espace où vous pouvez intervenir, faire vos petites remarques, poser toutes les questions que vous souhaitez. Sachez simplement à propos des questions, comme je viens de dire, qu'on ne pourra pas répondre à tout. Ce sera compliqué. Vous êtes très nombreux. Et donc, mais voilà, on se laisse le droit de répondre ou pas. Et puis peut-être si on ne vous répond pas dans l'immédiat, c'est que voilà, on a un canevas en tête et qu'on sait que plus tard, vous obtiendrez naturellement la réponse. Alors à propos de Canva, on a essayé de faire un petit plan, quelque chose d'un petit peu structuré. On aimerait d'abord définir en fait la haute potentialité parce que c'est vrai que voilà, on en parle de plus en plus ces dernières années et c'est important de revenir à des choses qui sont concrètes, objectives. Et puis, on parlera justement des mythes et des réalités à propos de la haute potentialité. Et puis, enfin, on vous parlera tous les deux en tant que cliniciens, en fait, et non, enfin, pour ma part, je ne suis pas chercheuse dans ce domaine. On parlera de données scientifiques, mais on essayera de venir avec le concret, en fait, d'une consultation, avec quelles sont vos demandes, en fait, les plus fréquentes et quelles petites solutions pratiques on pourrait donner, quels conseils on pourrait donner. Alors, on commence par les définitions. Alors, de quoi s'agit-il? Comment on peut définir la haute potentialité? J'aime bien le terme définition au pluriel parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de définitions. En fait, comment définir le haut potentiel? C'est complexe. Ça requiert vraiment une définition très large. Bon, pour moi, et lorsque j'interviens au niveau de l'enseignement concernant le haut potentiel, je pense que le haut potentiel, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont à la fois affectives, cognitives, relationnelles, sociales, voire comportementales. Et ces caractéristiques, comment font-elles le haut potentiel? Eh bien, dans la mesure où c'est un cumul, une intensité et une interaction. Alors, vous vous rendez compte que c'est complexe. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez un enfant qui intellectuellement est très curieux, qui aime apprendre. En plus, il est très sensible.
il a une sensibilité à fleur de peau, il perçoit tout, il enregistre tout, c'est une éponge. Et en plus, il est perfectionniste et il a une motivation très très forte à la réussite scolaire. Bon, ça fait une dynamique qui n'est pas nécessairement facile à gérer. Pourquoi? Parce que ça peut être dans des extrêmes. Et le trop n'est pas toujours gérable. Bon, alors scientifiquement, vous allez dire, oui, mais bon, beaucoup d'enfants ont des caractéristiques comme celle-là. C'est vrai. Ce qui est difficile avec le haut potentiel, c'est qu'on n'est pas dans des problématiques de dysfonctionnement ou de maladie ou de problèmes qu'on pourrait relever dans le DSM-5. C'est pas ça du tout. En fait, ce qui est complexe, c'est que c'est dans un continuum de normalité. Et donc, de normalité veut dire, ce sont des enfants comme les autres avec des différences. C'est ça qui nous crée le souci du suivi. Oui, il y a des parents qui nous diraient, ou des enseignants qui diraient, mais vous savez, il est comme les autres. Oui, mais d'autre part, il a des caractéristiques qui peuvent faire en sorte qu'il dépasse la norme où il est du côté droit de la courbe de Gauss. Et donc, en fait, toutes les recherches sont complexes concernant les caractéristiques des enfants et adolescents au potentiel, voire des adultes, dans la mesure où comment échantillonner. À l'université de Mons, on a fait une recherche en se posant la question de savoir, mais comment fonctionnent les enfants à haut potentiel qui vont bien? Parce qu'on s'attarde toujours sur ceux qui ne vont pas. Notre échantillonnage va surtout partir d'enfants qui font partie d'associations, ou encore qui ont des suivis psychologiques. L'enfant au potentiel qui va bien, finalement, on ne le détecte pas, on n'identifie pas. Il n'y a aucun problème. Pourquoi l'identifier? Bon, contrairement à certains pays, je pense à Israël, par exemple, qui vers 6-7 ans, pour tous les enfants qui ont 6-7 ans, on fait des tests de QI. Bon, c'est vrai que ce serait un échantillonnage vraiment important, parce que là, il y aurait des enfants qui n'ont pas de difficultés, parmi d'autres qui ont des difficultés. Et là, on pourrait échantillonner en faisant une comparaison entre la norme et des enfants qui n'ont pas de problème psychologiques ou difficultés. Bon, c'est complexe, dans la mesure où comment comparer par rapport à une norme? Donc, on va toujours être dans des études par rapport à des échantillons d'enfants ou d'adolescents, voire d'adultes, qui sont dans des dynamiques cliniques, donc dans des demandes de suivi, difficultés, j'y reviendrai. Donc, ça veut dire que la plupart des recherches nuancent très très fortement les caractéristiques qu'on retrouve dans la littérature commune. Pour être certain les caractéristiques qui ont une validité importante, c'est d'abord le test de QI. Pourquoi? Parce que le test du QI est normé. Donc le test du QI est par rapport à une norme. Donc on va définir le quotient intellectuel. On va prendre la norme de 130, c'est ce que la littérature reprend. Pourquoi 130? C'est 2 écarts types par rapport au niveau de la courbe de Gauss. Donc, c'est le percentile 98, donc 2% de la population, ce qui est relativement rare. Donc, test de QI, 130. Alors, la littérature nous dit finalement qu'on retrouve une caractéristique importante très souvent chez les jeunes et au potentiel, c'est la créativité. La créativité, la curiosité intellectuelle et la motivation. La motivation dans le besoin d'apprendre. Donc, caractéristique essentielle, là où on est, qui scientifiquement est validée en quelque sorte, d'abord un test de QI. Donc, un test de QI, c'est le cognitif, la curiosité intellectuelle et la créativité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la créativité, c'est une manière fiable, c'est vrai, d'aborder, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, mais ce n'est pas nécessairement un critère absolu.
Un enfant peut être à haut potentiel sans avoir une créativité exacerbée ou vraiment très, très importante. Donc, les particularités, ces particularités-là, en tous les cas, sont très récurrentes et quelque part essentielles. Alors, Terrassier, lui, parlera, ce sont des enfants avec une précocité au niveau de la lecture, par exemple. Le critère de la lecture, l'apprentissage de la lecture, est un des critères importants pour Terrassier, chercheur. Bon, c'est vrai que beaucoup d'enfants, comme moi qui me consultent, à 6 ans, ils peuvent savoir lire, ils arrivent à l'école primaire en sachant lire. Donc, vous comprenez les problèmes que l'institutrice peut rencontrer. Alors, bon, au niveau de la recherche interuniversitaire, qui a été commanditée par le ministre Azet en 1999, nous avons, au niveau de cette recherche, et la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons pris le critère de haute potentialité, de haut potentiel avec S. Au point de départ, nous pensons qu'il faut inclure toutes les potentialités avec les intelligences multiples de Gardner. C'est-à-dire que je reçois parfois des enfants qui ont de hautes potentialités autres que celles mises en évidence par le test de QI. Parce qu'un test de QI est essentiellement centré sur deux types d'intelligence, la logico-mathématique et la verbo-linguistique. Mais c'est vrai que j'ai suivi un jeune qui avait une intelligence musicale tout à fait hors norme, avec l'oreille absolue, avec bon, il composait, etc. Et il avait quelque part des soucis très comparables à ceux que je rencontre, à des enfants que je rencontre avec un QI très élevé. Bon, il est évident que le test de QI a montré que cet enfant très doué en musique avait un QI aussi très élevé. Bon, voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est que en fait, le haut potentiel, c'est une norme qui est dépassée. C'est pas de la différence pour de la différence. C'est, pour moi, personnellement, je pense, et mes collègues, nous pensons que c'est de la différence dans le même. Donc, quelle est la part du même et quelle est la part de la différence? Alors, nous avons choisi le terme potentiel. Alors, bon, il y a dans la littérature la précocité, il y a la douance et il y a le haut potentiel. Alors, précocité, nous n'avons pas pris ce terme, nous n'avons pas choisi ce terme, parce que la précocité voudrait dire que il y a une conception où on compare l'âge chronologique avec l'âge biologique, avec l'âge mental. On revient à la conception du QI, âge mental sur l'âge chronologique. Bon, voilà, point d'interrogation. Ça voudrait dire qu'un enfant qui a 10 ans pourrait être précoce. Voilà, c'est pas une interrogation. Il peut être un enfant de 4-5 ans, je pense qu'il peut être précoce à certains niveaux, ou encore 6-7 ans à certains niveaux. Il peut être précoce au niveau du vocabulaire, par exemple, l'apprentissage de certains types d'apprentissage. Donc, il peut avoir des pôles de précocité. Donc, on parlera de précocité. Enfin, personnellement, je parle plutôt de précocité avec des enfants jusqu'à 5-6 ans. Parce que le cognitif n'est pas fixé. Et c'est vrai qu'on remarque des différences pour certains enfants, 4-5 ans, des différences par rapport aux enfants de la norme. Alors donc, précocité, ce n'est pas probant en tous les cas d'une manière généralisée. Douance, ça vient de don. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on ne peut quelque part qu'exploiter. Donc, c'est une vision assez inéiste de la problématique. Donc, ça voudrait dire que le don, il ne peut que l'exploiter, il ne peut que le développer. Alors, quelle pression mettons sur l'enfant? Tu as un don, tu ne peux que l'utiliser. Ça, c'est, bon, voilà, en résumé, en tous les cas, un aspect de la douance, pourquoi voilà, on ne le prend pas, ou en tous les cas, on n'a pas une orientation exclusive dans ce domaine-là, avec ce terme-là. Alors, pourquoi potentiel? Eh bien, parce qu'il est possible que l'enfant, l'ado ou l'adulte
utilise ses capacités, ses hautes capacités, comme il est possible qu'il ne les utilise pas. C'est pour cela qu'on utilise, et que moi je préfère, le terme potentiel. Nous avons mis S à potentiel parce que nous pensons que c'est très vaste. Les potentialités, bon, par exemple, avec un jeune, pour nourrir son estime de soi, sa motivation scolaire, allons chercher toutes ces potentialités. Ne réduisons pas à 2 ou 3 intelligences. Nous pensons qu'il faut élargir le domaine à toutes les potentialités. Comment se réaliser avec ce qu'on est, avec ses forces. Donc, toute la dynamique de l'aide et de l'accompagnement du jeune et de l'enfant à haut potentiel, de l'adulte, c'est de l'aider à utiliser, à valoriser ses potentialités. Mais l'intérêt, évidemment, est de les connaître. Ce sont des potentialités qui peuvent aussi se retourner contre l'enfant ou l'ado, dans la mesure où, bon, dans l'incompréhension, par exemple, hein, par rapport à cette dynamique. Et justement, en fait, à partir de quel moment faut-il s'inquiéter? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a eu tendance un peu à pathologiser en fait les enfants, les ados potentiels, en disant très souvent ils sont en difficulté scolaire, très souvent ils sont lents, très souvent ils sont perfectionnistes. Et c'est vrai que voilà, des recherches ont démontré non, bien au contraire, a priori. Les enfants qui présentent un haut potentiel intellectuel, on va dire ça, on va se baser sur le test de QI, oui, a priori, sont plus amenés vers une certaine réussite scolaire, puisque le test de QI a été pensé, conçu dans ce but aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais proposé à mon collègue de parler des mythes et des réalités, parce que moi-même, je l'avoue, en tant que voilà, jeune neuropsychologue, j'avais des stéréotypes assez fixés. Les stéréotypes, c'est humain. Hein, et puis, je cherchais en plus, en tant qu'humaine, à vérifier ma propre croyance en me disant, voilà, l'enfant au potentiel est hypersensible, il a des difficultés sociales, il n'arrive pas à entrer dans le moule, entre guillemets, de la normalité de l'enseignement ordinaire, voilà. Et puis j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas tout à fait vrai. Et je suis vraiment d'accord avec mon collègue qui dit, mais voilà, il y a une différence entre les patients effectivement que l'on reçoit, parce que ceux-là effectivement connaissent des difficultés, mais effectivement on peut très bien être hypersensible au niveau émotionnel et ne pas présenter de QI très élevé. On peut avoir des difficultés scolaires sans avoir de QI élevé, ou l'inverse est vrai également. Donc en fait tout est possible, et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de me dire, eh bien je vais casser mes croyances et plutôt m'intéresser à mon patient, à son vécu, et mettre en évidence effectivement plutôt ses forces, les utiliser pour compenser certaines faiblesses, parce qu'il y a autre chose aussi qui est possible, c'est un enfant potentiel intellectuel qui présente un trouble d'apprentissage. C'est aussi possible. Tout est possible finalement, et ça c'est la réalité clinique. Je ne sais pas. Voilà, la réalité clinique, je trouve que c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on peut travailler. Donc clinique, clinicos, on dit, donc c'est à l'individu, c'est la relation à la personne. Donc l'enfant se présente à un entretien avec ses parents, généralement, bon, voilà, ce sont les parents qui sont plutôt demandeurs, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est analyser une demande. Qu'est-ce que l'enfant vit? Quels sont ses besoins? Est-il en difficulté ou en souffrance? Il faut faire la distinction. Difficulté, souffrance. Difficulté, ça peut être, par exemple, une difficulté d'adaptation scolaire à la relation aux autres. Souffrance, ça peut être vraiment des angoisses, de l'anxiété, une gestion vraiment très difficile, des peurs, un endormissement difficile. Et là, l'enfant est bloqué dans le psychisme, est bloqué dans son épanouissement intrapsychique. Difficulté, eh bien, ça peut être difficulté environnementale, de relation, ou en tous les cas de compréhension. Et donc, il y a un ensemble de caractéristiques qu'on va évaluer lors du premier entretien. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va déterminer le besoin d'investiguer ou pas.
Si un enfant a une estime de lui-même très 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 basse, s'il est très angoissé, très anxieux, euh, quel est l'intérêt de faire un test directement? Donc on va commencer à travailler une autre dynamique. On va la plupart du temps travailler avec les enseignants. C'est indispensable. Je vous rappelle qu'au point de départ, c'est une recherche interuniversitaire commanditée par le ministre Azet, le ministre de l'Enseignement, qui avait remarqué que beaucoup de jeunes, malgré leur grande capacité, échouent en troisième et quatrième secondaire. Et croyez-moi, on en reçoit un certain nombre, avec des QI parfois très élevés, et qui se trouvent en réelle difficulté de motivation, qui n'ont pas de méthode de travail ou qui n'ont jamais appris à travailler. Et donc, que fait-on? Il faut qu'on travaille en deçà. On s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec les enfants pour qu'ils continuent à être dans une dynamique d'apprentissage avec des défis, avec leur intérêt à réussir, avec voilà. Et donc c'est un travail en amont parce que c'est bien plus compliqué de travailler avec un jeune de 15 ans qui n'a plus du tout de motivation, ou encore qui ne voit pas le sens de l'école. Et parce que tout a toujours été facile, et puis du jour au lendemain, il est obligé de travailler. Et donc on est dans des difficultés qui peuvent être, en tous les cas, envisagées bien plus tôt. Un enfant qui, en deuxième primaire, s'ennuie en classe, il peut, il peut réagir de manière tout à fait inadéquate en dérangeant ses camarades, ou tout à fait en désinvestissant ce que l'enseignante ou l'enseignant lui demande. Et donc l'enseignant peut très bien réagir en mettant en avant les difficultés de comportement, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit justement de lui donner de la matière, de lui donner, d'éveiller sa curiosité, son envie d'apprendre, par de la différenciation ou par du dépassement, etc. Mais bon, pour revenir quand même au niveau, parce qu'on en avance peut-être très vite, mais je pense que pour revenir aux caractéristiques qu'on aborde lors du premier entretien, les caractéristiques pour définir les hautes potentialités, c'est vrai qu'on fait un relevé de caractéristiques comme l'hypersensibilité, comme l'humour, comme la sensibilité à l'injustice, l'hyperesthésie, etc. Mais quand on lit la littérature, on se rend compte qu'il y a peu d'indices qui sont validés au niveau du haut potentiel. Ce n'est pas des indices qui sont nécessairement révélateurs du haut potentiel, mais qui font partie de la dynamique du haut potentiel. Dans la mesure où je reviens à ma première définition, où il y a le cumul, l'intensité et l'interaction. Ce sont des enfants qui, la plupart, des enfants, ados ou adultes, ils sont extrêmement sensibles à leur environnement. Ils prennent toutes les informations dans l'environnement. Mais comment prendre les informations dans l'environnement? Il faut d'abord être intéressé. Et puis, il faut avoir une sensibilité qui peut être une sensibilité affective et aussi une sensibilité des sens. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, font qu'il y a toute une problématique qui amène finalement à des résultats de QI au-dessus de 130. Bon, alors il y a une part d'inné et d'acquis aussi. Bon, c'est vrai que généralement, enfin, moi, quand on fait des tests de QI à plusieurs enfants de la même fratrie, on se rend compte qu'ils ont des QI relativement semblables. Hein. Et les parents, etc., c'est souvent dans les mêmes problématiques, les mêmes dynamiques. C'est pas rare que moi-même je fasse des testings de QI à des parents parce que quand on réexplique le fonctionnement de l'enfant, ils disent mais moi je me retrouve là-dedans. Moi je m'y retrouve. Et finalement, on se rend compte que ils sont comme leur enfant et ça leur rappelle leur enfance et peut-être leurs grosses difficultés de l'époque et ça aide à comprendre aussi la problématique de leur enfant. Et donc, si on veut relever toutes les caractéristiques, moi je vous renvoie au livre remarquable de Gouvrit hein, sur l'enfant, pardon, les surdoués ordinaires, où là vous avez un relevé de toutes les recherches de manière très précise,
avec les remises en question. Parce que la littérature, il faut bien l'avouer, une littérature de vulgarisation nous décrit des caractéristiques finalement, oui, ça appartient au potentiel, mais il n'y a pas que ça, c'est bien plus complexe. C'est vrai que j'aimerais revenir un peu juste sur le terme penser en arborescence, parce que voilà, c'est celui qu'on a beaucoup vu, mais beaucoup vu. En fait, ce qu'on voulait dire par là, c'était une pensée plutôt divergente. Donc, la pensée divergente, c'est voilà, j'ai un problème, quelles sont toutes les solutions que je peux proposer, ou c'est ce qu'on peut assimiler aussi à une forme de créativité. En fait, on a fait des études là-dessus pour voir le niveau voilà, de pensée divergente en fait, de l'enfant, avec des enfants de 3e maternelle qui étaient tous très, très doués en fait, finalement, dans ce domaine. Maintenant, voilà, donc c'est pas quelque chose qui est typique là non plus de la personne au potentiel. Il y a la pensée divergente, mais aussi convergente, celle qui consiste à dire, ben voilà, j'ai plein d'idées, quelle est la meilleure, en fait, celle que je vais choisir pour répondre à ma difficulté ou pour consigne ou bref, à ce qui m'intéresse et compagnie. Donc là, de nouveau, on a montré que le fait d'avoir une pensée divergente, ce n'était pas typique de la haute potentialité. Par contre, on remarque quand même que chez eux, c'est un peu plus développé. Voilà, de côté, il y a le côté un peu plus, et je suis d'accord avec mon collègue, c'est une multitude en fait de choses, c'est un profil en fait complet qu'il faut envisager. Mais voilà. Ouais, pour donner un exemple, au niveau de la pensée divergente et convergente. La pensée convergente, c'est une madame qui explique que pour résoudre tel problème de mathématiques, il faut faire mettre des parenthèses, plus, etc. L'enfant, bon, il a trouvé la réponse, mais en raccourci. Il va utiliser des méthodes qui lui sont propres et qui sont raccourcies. Et ce qui est intéressant, enfin moi je dis toujours aux enseignants, c'est vraiment très intéressant un enfant qui a une pensée divergente. Mais il faut aussi lui apprendre la pensée convergente, parce qu'il risque d'avoir des soucis par la suite, étant donné que son processus n'est pas nécessairement, son procédé n'est pas nécessairement généralisable. Donc ça veut dire que quand ce sera plus complexe, il ne s'y retrouvera pas. Il ne pourra pas utiliser son procédé. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il a du mal à expliquer son procédé. Il dit, comment tu as fait? Bah, j'ai trouvé, mais explique. Or là, la métacognition, c'est un procédé qui est vraiment très, très intéressant. C'est lui dire, explique-moi comment tu as fait. Et là, il va redécomposer son raisonnement et qui est certainement intéressant. Il développe son intelligence, bien sûr. C'est de la créativité, c'est vraiment très, très intéressant. Mais c'est vrai que chez beaucoup d'enfants à haut potentiel, ados et adultes, moi je remarque que ce sont des chercheurs. Hein. Ce sont des enfants qui aiment la recherche, qui aiment la nouveauté, qui aiment le défi, qui sont très motivés dans les apprentissages. Et ce serait vraiment dommage de ne pas les aider à s'épanouir dans cette dynamique. Et là, c'est vraiment fort important. Et donc, il faut qu'on. Moi, je pense qu'on doit travailler ici ensemble. Il y a les parents, il y a l'environnement, il y a les enseignants. Nous ne sommes pas que dans un rapport clinique psychologue qui sait tout et puis qu'on travaille avec l'enfant. Non, on est obligé de travailler avec d'une manière plurielle, avec de nombreux professionnels, que ce soit logopède, neuropsy, etc. Et donc, on met tout en symbiose pour aider dans la complexité de la problématique. L'enfant ne se résume pas au potentiel. Il ne se résume pas à son QI. Et c'est très important, le QI, ce n'est pas l'intelligence. Les personnes se trompent. Ils pensent que quand on a un QI de 140, on est intelligent. Mais non. Ça veut dire qu'on utilise différemment 2, voire 3 intelligences, différemment de la norme. Mais c'est tout. Ce n'est jamais qu'un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, moi, il m'arrive parfois par téléphone que des personnes me disent, est-ce que vous passez des tests de QI? Je dis, oui, mais expliquez-moi. Ils me disent, je voudrais bien connaître mon QI. Eh bien, moi, je ne fais pas, évidemment. Je dis à cette personne, est-ce que vous vivez des difficultés ou des problèmes? Non,
je veux connaître mon QI. C'est un outil de travail. Ce n'est pas une fin en soi. Et donc, bah oui, la personne trouvera peut-être d'autres psychologues qui le feront, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça entre dans une dynamique de suivi. Pour certains enfants, nous ne ferons pas de test de QI parce que c'est pas le moment, parce que ça ne nous aidera pas. Voilà. C'est pas quand on vient en entretien, c'est pas nécessairement pour dire bon, bah, je voudrais savoir s'il a au potentiel ou pas. Non. Vous savez, parfois il arrive que des parents me disent quand je rends les résultats, ils me disent mais qu'est-ce que je vais faire? Ils semblent démunis parfois avec des enfants qui ont des QI de 145. Vous vous rendez compte de ce que ça peut être? Et donc ils disent mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il est trop différent. Comment vais-je faire? Et on voit que c'est un enfant qui peut avoir un repli, voire autistique, et à travailler vraiment replié sur lui-même, et avec des pensées, il n'arrête pas de penser. Il dit, moi, il y a un enfant qui m'a dit un jour, moi j'ai l'impression que mon cerveau il coule le long de mon corps. J'en peux plus. J'arrête pas de penser. Alors je ne vous dis pas le soir pour s'endormir. Hein. Et donc, là, il y a évidemment la pleine conscience, il y a toutes les méthodes de relaxation qu'on va mettre en place. Mais donc, on va travailler avec des professionnels qui ont l'habitude voilà. Donc, je ne sais pas si. En fait, voilà, moi, j'aimerais revenir justement à quelles sont nos demandes, à vous, à moi, les demandes les plus fréquentes finalement qu'on peut recevoir. Parce que je suis vraiment d'accord avec mon collègue, hein, c'est vrai que ça m'arrive aussi de recevoir ce type d'appel de personnes qui veulent connaître leur niveau intellectuel parce que nous sommes dans une société de performance. Le QI, c'est quelque chose qui est hyper valorisé, mais au-delà. Et c'est très compliqué pour moi quand je vois une famille venir me consulter en disant voilà, on nous a dit que notre fils, notre fille était au potentiel et donc on aimerait savoir et voilà. Et puis finalement, c'est un enfant qui fonctionne, c'est bien. Enfin voilà, c'est juste les parents ont peur parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a voulu pathologiser en fait. Hein, voilà, en faisant une liste en fait de critères qui étaient complètement subjectifs et qui se vérifient pas scientifiquement. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe quand voilà, je fais un bilan, notamment un test de QI, et puis que je dis, voilà, finalement, le niveau intellectuel par rapport à ce test est dans la norme, et c'est très bien. Et voilà, donc moi, je suis ravie parce que toutes les nouvelles, finalement, c'est toujours une bonne nouvelle, hein, quelle qu'elle soit. De voir la déception sur le visage des parents parce que ce test de QI est tellement important, c'est un peu le Graal, voilà, c'est le repère. Du coup, ça veut dire que leur enfant n'est pas si brillant que ça et donc on ne peut pas s'attendre à un haut niveau d'études. C'est pas vrai, on peut très bien avoir un QI dans la norme et très bien réussir à l'université. Mais donc voilà, il y a tout voilà, des mythes, effectivement, et le test de QI, c'est un bilan qui peut stresser aussi des enfants, donc il y a des résultats qui peuvent être faussés, enfin bref, tellement on met une pression. On est voilà, je le dis, dans une société de performance et je ne dis pas à un enfant quand j'utilise cet outil, on va faire un test de QI, parce que ce mot, voilà, ça fausserait tout. Alors, donc les demandes les plus fréquentes que j'ai, c'est voilà, un enfant qui s'ennuie. On me présente un enfant qui est vif, qui est curieux de tout, effectivement, qui est avide de connaissances. Et quand il va à l'école, il se plaint d'ennui. Et donc, effectivement, il dérange pas mal ses camarades. Alors, au départ, on me l'amène parce qu'on suspecte une hyperactivité, hein, parce qu'il est comme agité, il regarde ailleurs. Et donc, quand l'enseignante l'interroge, alors Tom, qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, Tom sait répondre évidemment à la question sans difficulté. Alors, tout ça, les adultes pensent d'abord trouble d'attention, hyperactivité, parce qu'il est agité, il est ailleurs. Et en fait, il a de très bons résultats scolaires. Mais cet enfant se plaint, donc il est en demande. C'est lui qui est aussi demandeur. Et donc, voilà, l'ennui, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Tout simplement pour ma part, moi je propose de faire une petite farde d'activités en fait qu'on va constituer à la maison, où l'enseignante évidemment peut glisser quelques activités plutôt à défi
C'est-à-dire que je vais déconseiller de faire des exercices redondants. Évidemment, il se plaint d'ennui, donc refaire une liste supplémentaire d'addition, ça ne l'aidera pas. Mais plutôt, voilà, des activités qui vont l'amener à autre chose, en fait, et qui vont lui amener de la variété, parce que je suis d'accord avec mon collègue, on a tous besoin de varier les activités, mais chez eux, peut-être un peu plus. Et puis, ben voilà, j'aimerais aussi aborder avec mon collègue la question du saut de classe. Parce que très vite, évidemment, on me pose cette question et je ne suis pas toujours pour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que je voudrais d'abord revenir au niveau de l'ennui. Oui. Alors, je vais vous citer des chiffres. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche interuniversitaire, donc les 5 universités, à un moment donné, on a récolté beaucoup de données. On recevait tous les mercredis dans nos universités respectives, on recevait des enfants, des adolescents, et on a encodé les caractéristiques de la demande, par exemple. Alors, bon, on s'est rendu compte, je vais vous citer des chiffres. Dans toutes les demandes que nous avons reçues, c'est-à-dire qu'on a encodé à peu près 800, 900, si je ne me trompe, 800 jeunes enfants et adolescents avec de multiples variables. Et à l'époque, eh bien, chez les enfants à haut potentiel, donc avec QI supérieur, à l'époque, on parlait de 125, 130. Pour les enfants à haut potentiel de 6 à 12 ans, l'ennui scolaire revenait dans 43% des demandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le décrochage scolaire, donc pour des enfants au potentiel 6 à 12 ans, dans 7% des situations, des demandes, et l'échec scolaire dans 17%. Donc l'ennui scolaire, 43%. Alors vous allez me dire, au niveau des adolescents, eh bien, l'ennui scolaire donc, revenait dans 22% des demandes. Le décrochage scolaire dans 10%, et, entendez bien, l'échec scolaire dans 40% des demandes. Donc, c'est vrai que la problématique scolaire est excessivement importante. Alors, bon, j'ai fait un travail de DEA à l'époque sur un travail de recherche, et je me suis posé la question de savoir à quoi est dû finalement cet ennui scolaire et à quelle variable cet ennui scolaire est-il corrélé. Donc, j'ai fait une étude, mais je ne vais pas vous détailler. Alors, par rapport à la qualité de la relation au père, à l'enseignant, mais je vais reprendre les caractéristiques relevées chez ces enfants qui, au point de départ, donc la première demande, c'est l'ennui scolaire. Eh bien, chez les enfants qui s'ennuient scolairement, dans 78% des cas, ce sont des enfants qui ont une curiosité intellectuelle importante. De même, chez les garçons, 78%, chez les filles, 68%. Entre parenthèses, les garçons consultent beaucoup plus que les filles. On a une proportion de 75, voire 80% garçons pour 25-20% de filles. Bon, là, je pourrais vous expliquer pourquoi. Alors, la créativité pour ces enfants-là, c'est 54%, dans 54% des situations. Pour les garçons, 57% chez les filles. Bon, je vous passe. Au niveau comportemental, on a des comportements agressifs pour 27% des garçons, 31% pour les filles au niveau de conduite d'opposition, c'est différent. Alors, je ne vais pas détailler. Au niveau émotionnel, l'hypersensibilité pour des enfants qui sont en ennui scolaire, on l'a relevé dans 50,8% des garçons, et l'hypersensibilité pour 47%, l'anxiété 47%, garçons-filles à peu près la même chose, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que l'ennui scolaire, demande importante, comment combler cet ennui, c'est corrélé avec un ensemble de caractéristiques qui viennent finalement amplifier la problématique. Ce n'est pas un bête ennui, excusez-moi de parler de manière aussi commune, mais ce n'est pas un ennui d'un enfant qui ne veut rien faire. C'est l'ennui d'un enfant qui n'est pas nourri et qui est dans un vide. Mais je parlerai même de vide existentiel. On ne me remplit pas, donc je n'existe pas. Un enfant m'a très bien expliqué ça. Il disait, mais c'est comme si j'étais au bord d'un gouffre.
Moi, si on ne remplit pas le gouffre, je tombe. Et quand monsieur me dit c'est pas la matière de l'année, eh ben, je suis là tout seul dans la classe et puis je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et puis je regarde mes camarades et je dis ben, je ne suis pas bien. Ou encore quand c'est répétitif à dire bon toi tais-toi, on sait que tu connais, mais quelle est ma place? En quoi est-ce que j'existe? Quelle est mon appartenance au groupe? Et donc, c'est toute cette problématique qui doit être abordée avec l'enfant. Quelle est sa relation avec son enseignant, avec ses parents, avec ses pairs, et la compréhension est un vecteur extrêmement important de l'aide. Donc, on fera beaucoup d'informations, bien sûr. Donc, c'est vrai que les demandes principales concernent l'ennui des enfants, l'ennui scolaire. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Alors, pour en arriver au saut de classe, ben, le saut de classe, c'est un moyen comme un autre, mais nous pensons qu'il faut d'abord essayer des autres suivis pédagogiques, des aides pédagogiques comme la différenciation, comme le dépassement, etc. Comme la mise en projet. Bon, il faut faire très, très, très attention au niveau du saut de classe. Pourquoi? Eh bien, personnellement, je pense qu'un saut de classe, il doit être réalisé quand on a essayé les autres moyens et qui ne fonctionnent pas. Ou encore que l'enfant a épuisé les autres moyens pédagogiques. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que l'enfant, pour moi, il doit avoir un certain équilibre affectif, relationnel, cognitif. Il ne faut pas qu'il vive de l'anxiété, de l'angoisse au niveau des résultats scolaires, etc., etc. Donc, il faut un équilibre et même la taille de l'enfant compte. Vous vous rendez bien compte qu'un enfant qui est projeté dans une classe supérieure, il faudra qu'il fasse sa place. Et donc, si sa taille, il est plus petit, il faudra qu'il joue des coudes. Et ce n'est pas évident. Donc, on doit tenir compte d'un ensemble de critères et un saut de classe ne doit pas se faire de manière anodine en trouvant et en pensant qu'on a trouvé la solution. Parce qu'il est prouvé qu'après 2-3 mois, beaucoup d'enfants qui ont fait un saut de classe, eh bien, ils sont au même niveau que les autres. Et ils commencent à nouveau à s'ennuyer. Ce n'est pas nécessairement la solution. Il faut faire attention, très attention. Et il est vrai que je pense que certains enseignants ont tendance à dire, bah, comme il s'en sort très bien et qu'il est en avance, faisons un saut de classe. Ben, oui, mais l'école, c'est pas suffisant, l'école. L'enfant peut s'épanouir à côté. Je pense à la recherche que nous avions faite avec le professeur Pourtois et Cindy Dobechy à l'époque, la résidence des enfants au potentiel. On s'est demandé comment font donc les enfants à haut potentiel qui réussissent bien à l'école. Bon, les enseignants ne savaient pas que c'était une recherche sur le haut potentiel. On se posait la question de savoir comment font les enfants qui réussissent bien à l'école. Toujours est-il qu'on avait pris un échantillon d'enfants, un échantillonnage d'enfants de 5e primaire et de 5e secondaire. Et on s'est rendu compte moi j'ai fait les tests de QI, et il y avait, si j'ai bonne mémoire, 12 enfants sur 20 qui avaient un QI supérieur à 130, dont une jeune fille qui avait un QI de 147. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est un grand décalage. Et alors, je lui disais, mais tu t'ennuies à l'école? Elle disait, bah oui, c'est vrai que je comprends vite la matière, mais bon, je lis, et madame me donne du travail, bon, il n'y a pas de souci. Elle dit, tu aimes bien l'école? Elle me dit, oui, j'aime bien l'école parce que moi j'aime bien voir mes copines et puis j'aime bien m'amuser, etc. Mais, qu'est-ce qui se passait? Le lundi, violon. Le mardi, solfège. Le mercredi, une autre activité. Le jeudi, encore autre chose. Toujours est-il qu'elle avait des activités où elle était mise dans une certaine forme de difficulté. Et donc le défi, il n'y a pas que l'école pour l'apprendre. Parce que, bon, ces cours de violon, elle devait y travailler tous les jours. Et c'était pas simple pour elle, c'était des efforts. Et bon, c'est vrai que les parents avaient mis en place aussi des cours de langue, etc. Elle était très occupée et ça l'arrangeait finalement, l'école qui
les apprentissages se faisaient facilement. Bon, elle rentrait de l'école, elle étudiait très vite, bon, faisait vite ses devoirs et allait à ses occupations. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre l'enfant dans cette dynamique globale. Il n'y a pas que l'école. Et donc, l'environnement, vous savez, Dolto disait, un bon élève, c'est un élève qui s'ennuie en classe. Hein. Mais elle l'entendait dans le sens, c'est un enfant qui en demande plus. C'est un enfant qui ne se contente pas de l'école. L'école n'est pas suffisante. Donc l'école, il y a des questionnements, bon, c'est pas sorcier, etc., etc. Et donc dans l'entretien, on va envisager, on va investiguer, mais d'une manière très très large. Oui, l'école, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On peut développer la motivation, le courage, la curiosité, répondre à la curiosité intellectuelle en dehors de l'école. Et c'est vrai que, bon, on a tendance, Tessa Kibone, hein, donc l'université d'Anvers, a bien montré que deux sauts de classe, c'était réellement à bannir. C'est vraiment très compliqué. J'ai fait un suivi d'une jeune qui avait 13 ans, qui était en 4e secondaire, croyez-moi, c'était abominable. Pourquoi? Parce que l'affectif ne suivait pas, bien sûr. Oui, intellectuellement, elle avait de beaux résultats, mais bon, elle était en décalage et mise de côté parce que bon, elle ne correspondait pas du tout à la socialisation de jeunes de 4e secondaire. C'est dangereux. Oui, je suis complètement d'accord avec, avec mon collègue, bien sûr. Une autre demande que j'ai souvent, moi, c'est le côté lenteur dans le travail, parce qu'on dit souvent que les hauts potentiels, c'est le stéréotype, le haut potentiel est très rapide, et voilà, stéréotype. Et donc, moi, au contraire, j'ai beaucoup de demandes pour de la lenteur, et plus on en discute avec l'enfant, plus c'est lié, mais c'est mon petit échantillon de patients, hein, donc c'est pas vrai scientifiquement, mais c'est ce que je rencontre, c'est lié à une forme de volonté extrême de bien faire, ce qu'on appellerait vulgairement du perfectionnisme. Et donc voilà, je me suis, comme mon collègue, posé énormément de questions, d'où ça vient. Et ça vient, voilà, on a tous des besoins, hein, donc voilà, vous avez travaillé pour toi, enfin voilà, il y a des questionnaires, on a tous des besoins, on est tous des humains qui ont des besoins à assouvir. Ça, c'est pas du tout nouveau, mais voilà, cette petite fille auquel je pense, voilà, était très lente et donc voulait extrêmement bien faire. Donc ça se manifestait comment? Il fallait cocher la bonne réponse et elle cochait avec sa latte, voilà, quelque chose de nickel, d'irréprochable et bien sûr au propre, évidemment, sûrement pas au crayon. Et ça la rendait extrêmement lente et tout un tas de surnoms évidemment qu'elle recevait de ses charmants camarades de classe. Et donc on ajoutait une couche au niveau émotionnel. Et donc c'est une petite fille qui a développé une anxiété en fait importante en fait. Voilà, elle avait tellement peur effectivement de ne pas exister. C'était sa façon pour elle de mériter en fait le regard de l'adulte, de mériter sa place dans la famille, dans l'école et donc tout ça s'est retourné évidemment contre elle parce que ses copains de classe s'en sont chargés en l'appelant la limace ou compagnie. Et donc voilà, peu importe, j'ai pas l'impression que du coup chez cette fille, cette petite fille, c'était vraiment la haute potentialité, mais en tout cas c'était son cas, qui expliquait tout ça. Mais j'ai l'impression que chez elle, du coup, ça exacerbait quoi, son côté. Elle était très sensible, très attentive à ce que pouvaient dire ses copains, au moindre bruit, au moindre commentaire. Et donc, voilà, tout ça la ralentissait davantage. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté perfectionnisme? Encore une fois, c'est pas typique, c'est pas typique des enfants ou adolescents au potentiel, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de maîtrise qui peut être important. Mais Lynn Massé l'a bien montré, le professeur Lynn Massé a bien montré, il y a un perfectionnisme qui peut être sain et un perfectionnisme malsain. Et donc le perfectionnisme sain, c'est vrai que c'est la volonté d'acquérir les choses de manière la plus aboutie possible, mais le malsain, quand ça crée de l'anxiété, là, c'est pas du tout probant. Mais moi, je pense, lors des testings, que les enfants à haut potentiel, dans le test de QI, moi, j'ai rarement d'enfants qui n'acceptent pas
ne peut pas répondre, de ne pas pouvoir répondre à certains items. Il passe à l'autre. Très peu d'enfants bloquent en disant je ne sais pas répondre, j'arrête. Très peu. Ils sont dans une dynamique, bon voilà, je suis dans le défi et je prends plaisir au défi. Ça, c'est vrai. Moi, je le remarque dans le testing, c'est un plaisir, vous savez, de faire passer des tests à des enfants à haut potentiel ou à adultes, hein, c'est pareil. C'est vraiment un plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont enthousiastes et ils adorent ce type d'exercice parce que c'est très ludique et c'est dans la complexité. Hein. Bon, plus on avance, plus c'est complexe. Moi, je pense que la lenteur, elle peut être, c'est vrai, dans le besoin de maîtrise, mais on a remarqué au niveau de l'écriture, il y a des recherches qui ont montré que les enfants à haut potentiel n'aimaient pas écrire, ou en tous les cas étaient lents au niveau de l'écriture parce qu'ils ralentissaient en quelque sorte leur pensée. Pourquoi? Parce que leur pensée va plus vite que le geste graphique. Bon, encore à prouver, quoi. C'est vrai que l'écriture, pour eux, souvent, en tous les cas, moi je remarque dans ma clinique, ce qui n'est pas nécessairement prouvé scientifiquement, mais je remarque que les enfants, bon, l'écriture, c'est pas ce qu'ils adorent. Pourquoi? Parce que souvent, hein, en tous les cas, c'est pas un critère hein, de haut potentiel, mais souvent parce que ils ne voient pas l'utilité, étant donné que tout est plutôt dans leur tête et ils n'ont pas besoin de le mettre à plat sur une feuille et de voilà, à moins de prendre du plaisir dans le graphisme. Bon, il y a des enfants qui ont une écriture, bon, c'est pas grave, on va les aider parce qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'ils puissent améliorer de toute façon leur écriture dans la communication, c'est comme ça. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de parents parfois qui en arrivent à dire mais mon enfant est dans l'opposition parce qu'il a une sensibilité à l'injustice et il réagit au quart de tour à l'injustice. Mais dites donc qu'il soit au potentiel ou pas, c'est non. Hein. Recadrons. Hein. Il y a les règles et puis c'est tout. Le haut potentiel ne permet, enfin, c'est pas parce qu'il est à haut potentiel qu'il doit se permettre de recadrer l'enseignant et de remettre les choses en place, etc. De quel droit? Il y a des hardis divergents hein, selon les styles d'apprentissage, mais bon, attends, t'es pas tout puissant non plus. Alors que la plupart, moi je pense que la plupart des enfants et adolescents à haut potentiel, voire les adultes que je reçois, ils ont plutôt une basse estime d'eux-mêmes. Enfin, moi, dans ma clinique, c'est plutôt ça. Ce ne sont pas des enfants qui écrasent les autres. La plupart, ce n'est pas ça. C'est plutôt des enfants discrets, plutôt des enfants ne sachant pas prendre leur place, se trouvant parfois même handicapés. Il y a un enfant qui me disait, mais tu sais, je suis un handicapé social. Je n'arrive pas. Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Je n'arrive pas à communiquer avec les autres. Parce que décalage, dysynchronie affectivo-cognitive, par exemple, un terme de terrassier, mon décalage entre le cognitif et l'âge affectif. Et donc, voilà, ça, c'est pas toujours évident. C'est souffrance. Hein. Parce qu'il perçoit, il est lucide, il perçoit intellectuellement des fonctionnements, mais incapable peut-être de les gérer émotionnellement. Et donc, c'est un peu compliqué. D'où le travail du psychologue, de l'aider, pas à utiliser son intellect, mais à pouvoir, en tous les cas, travailler les émotions de manière à ne pas en souffrir. Oui, c'est vrai, socialement, voilà, ça peut vite aussi mal tourner chez mes patients. C'est aussi un autre motif de consultation. Voilà, un enfant qui n'arrive pas à se faire des copains parce qu'il a un niveau de vocabulaire assez élevé. Et donc, tout ça, si c'est un garçon, c'est plus sujet à des moqueries. C'est plus intéressant le foot. Voilà, le reste, on s'en fiche un peu. Ou tu es encore en train de lire. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a encore un côté très culturel hein, une femme de 2020 qui a des tendances un peu féministes, en tout cas dans le côté égalité. Et les stéréotypes m'insupportent, mais les enfants très petits baignent là-dedans. Hein. Donc un garçon
a priori, doit être exclusivement dans le sport, en particulier foot. Et quand on est dyspraxique, bonne chance. Mais bon, voilà. Et la petite fille, elle, a le droit de papoter, bavarder, voilà, de parler de plein d'autres choses et de l'art et d'avoir ce genre de sujet. Par contre, voilà, la petite fille qui va jouer au foot, ça, c'est un garçon manqué. Donc, c'est comme ça toujours aujourd'hui. Je le déplore, mais bon, c'est comme ça. Et donc, chez certains de mes patients, voilà, qui ont d'autres centres d'intérêt parce qu'ils aiment la diversité. Donc, bien sûr, les petits garçons au potentiel aiment le sport, le foot, a priori, parce que voilà, c'est leur personnalité, leur centre d'intérêt, mais ils n'aiment pas seulement ça. Puisqu'ils sont curieux, ils aiment plein d'autres choses, ils aiment aussi parler de science, ils aiment parler d'art, ils aiment voilà, et employer un vocabulaire qui est précis, parce que voilà, c'est vrai que très vite, ils sont doués en fait dans ce domaine, la précision du vocabulaire, ils baignent en fait, voilà, ce bain de langage, ils en profitent. C'est plaisir. Vraiment, c'est du plaisir, voilà, c'est vraiment le plaisir d'être précis et d'être dans la découverte. Mais voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres thèmes? Mais je pense que, allez, au niveau peut-être de la manière d'aborder l'aide ou l'accompagnement, donc en général, comment ça se passe? Il y a un premier entretien. Lors du premier entretien, c'est un entretien qui est anamnestique. On va relever les caractéristiques qualitatives et quantitatives. On va relever les caractéristiques qui font penser à ce type de profil et on va analyser la demande. Mais j'insiste très fort, le psychologue, c'est d'abord quelqu'un qui analyse une demande. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous venez, vous dites, bon, bah, je ne sais pas s'il a au potentiel. Non, c'est pas une demande, ça. C'est pas une demande. Donc la demande, c'est que vit l'enfant? Quelle est sa difficulté ou sa souffrance? Quelles sont ses forces? Quels sont ses besoins? Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre. Et comment l'accompagner, voire l'aider? L'accompagner, moi je parle du terme accompagnement dans la mesure où on va travailler d'une manière systémique. L'aider, ça va peut-être être dans des entretiens thérapeutiques ou une aide individuelle. Alors, c'est vrai que les instruments, les outils qu'on utilise, tests de QI, ce sont les échelles de Wechsler. On utilise également parfois des tests de Rorschach, des tests de personnalité, des tests projectifs. On utilise parfois des tests de personnalité. Nous avons, à l'université, on avait mis en place à l'époque, bon, ça doit être évidemment retravaillé et revu, mais on avait mis un questionnaire d'évaluation, d'identification du jeune, de l'enfant à haut potentiel. Un questionnaire qui est destiné aux enseignants. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce type de questionnaire parce que je croise les observations. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce questionnaire va justement interroger l'enseignant dans sa pratique et dans son regard sur l'enfant. Parce que les items, il n'a pas nécessairement pensé au fonctionnement de l'enfant. Donc, ça va permettre à l'enseignant de lister une compréhension du fonctionnement de l'enfant. Alors, c'est vrai qu'il y a, bon, évidemment, je suis formé à l'Université de Mons, et donc avec mon chef, le professeur Pourtant, on travaille beaucoup les besoins. Donc, il s'agit de déterminer quels sont les besoins, pas nécessairement en passant le questionnaire des besoins, mais quels sont tes besoins pour te réaliser? En quoi peut-on rencontrer, t'aider à rencontrer tes besoins et finalement à t'épanouir dans la mesure où tes besoins sont rencontrés, cognitifs, affectifs, relationnels, social, comportemental, etc. Mais la demande doit être vraiment, elle est précise, elle est affinée avec les parents et l'enfant. Personnellement, moi dans mes entretiens, mon patient, c'est l'enfant, hein, c'est pas le parent. C'est d'abord l'enfant. Et puis les parents ajoutent, mais c'est d'abord l'enfant. Et puis il y a souvent 2 entretiens pour faire les tests et on décide ensemble si on fait le test. Et ce n'est pas systématiquement. On fait le test, donc échelle Wechsler, ça prend 2 entretiens. Pourquoi? Parce que moi personnellement, je fais tous les sous-tests parce que c'est tellement riche d'informations que c'est intéressant de prendre tous les sous-tests.
Étant donné que le QI, vous savez, il est basé sur 7 subtests, hein, les résultats 7 subtests, hein, contrairement au WISC 4, où il y avait 10 subtests, ici, il n'y a que 7 subtests. Il y a 5 indices, ce n'est pas le QI total qui nous intéresse le plus. C'est jamais qu'un indice de fonctionnement général. Hein. Tandis que ici, le WISC 5, il est vraiment très puissant. C'est un bel outil. Enfin, quand on le manipule et quand on le connaît bien et quand on peut l'analyser de manière approfondie, c'est un très bel outil. Pourquoi? Parce que vous avez 5 indices. Là, je ne vais pas les détailler, je n'ai pas vraiment le temps. Mais il y a des indices aussi complémentaires. Et donc, c'est toute l'analyse clinique de la passation. Et on est à l'item près, hein, à la manière dont l'enfant répond à l'intérieur de chaque épreuve et comment il se comporte. Par exemple, moi, c'est très difficile pour moi de recevoir un enfant dont le test a été réalisé chez un autre psychologue. Pourquoi? Parce qu'il y a mon ressenti lors du testing. Il y a la relation que j'ai établie avec l'enfant. Il y a tout ce que je vais percevoir cliniquement. Son qu'il cache, qu'il ne cache pas. Comment réagit-il? Est-ce qu'il se détend? Tous les gestes, le non-verbal, etc. Tout est analysé lors du testing. Donc ce n'est pas, c'est beaucoup plus complexe que simplement des chiffres. Et puis encore faut-il bien les interpréter, ces chiffres. Et puis le quatrième entretien, enfin moi personnellement, la base en tous les cas, c'est 4 entretiens. J'essaye en tous les cas de me limiter à 4 entretiens. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est si j'ai, lors de l'anamnèse du premier entretien, déterminé que c'était vraiment dans cette problématique-là que je devais travailler, je n'ai pas besoin de 10 entretiens pour comprendre comment fonctionne l'enfant. En tous les cas, je pense qu'il faut aller vite. Je pense que quand il y a une demande, il faut pouvoir y répondre relativement vite et mettre tout de suite en place une aide. Je pense que il est parfois inutile de faire certains tests pour enfin, voilà. Quoi. Et prolonger. On n'a pas nécessairement besoin de ça. On le fera plus tard. S'il s'avère, par exemple, qu'un test de QI me révèle que, eh ben oui, au niveau de la mémoire de travail, c'est quand même un peu compliqué et qu'il y a vraiment un déficit, là, je vais travailler avec la neuropsy, je vais envoyer. Mais s'il n'y a pas, si je ne détecte pas de difficultés importantes en anamnèse et lors du testing, voire les questionnaires donnés aux enseignants, je ne vois pas l'utilité d'investiguer des choses qui ne sont pas utiles d'investiguer. Il ne s'agit que de rester dans des normes pécuniaires. Bon, voilà. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que voilà, moi je réponds en même temps à la question de romance. Alors c'est vrai que moi en tant que neuropsychologue, ben, voilà, j'ai tout le côté. Il est possible effectivement qu'un enfant ou un ado qui présente un QI très élevé présente également un trouble d'apprentissage. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout, voilà, c'est possible. Et mon travail, ce sera justement si je vois dans l'anamnèse des choses qui m'alertent, et donc la vie de l'enseignant, je travaille vraiment comme mon collègue, qui m'interpelle. Dans le test de QI, je vois des choses aussi au moment de la passation, des choses au niveau visuospatial, c'est quand même très, très, très difficile. Ben là, je vais aller investiguer, je vais me servir de ce premier bilan. Alors vraiment, je vais voir la WISC d'une autre façon, je vais approfondir les points de faiblesse avec des examens complémentaires. Et là, effectivement, ça aura du sens. Maintenant, mais voilà, disons qu'il y a aussi ce point que j'aimerais aborder, puisqu'on parle du test de QI, et je suis d'accord avec mon collègue qui est très, très, très riche. Il y a aussi des enfants qui présentent des zones de haute potentialité. Donc, il y a certains indices où là, ils sont excellents, enfin voilà, ils sont dans la norme très supérieure, et d'autres où ils sont juste dans une belle moyenne. Voilà, par rapport à eux-mêmes, c'est moins bien, mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit inquiéter. C'est-à-dire que moi, au départ, jeune neuropsychologue, je vois un fonctionnement qu'on dit du coup disharmonieux, donc un enfant avec des zones de potentialité et d'autres où c'était juste bien. Et j'avais tendance à m'inquiéter, à vouloir anticiper, ah, ça veut dire qu'il aura des difficultés dans tel et tel domaine. Eh bien non, les études nous disent que c'est pas vrai. En fait, il est possible de fonctionner tout à fait bien avec voilà, des très gros points forts, on doit le voir comme ça, et des domaines, on est juste voilà, dans la
Ça fonctionne, ça marche. Et d'ailleurs, c'est vrai que je reviens sur le côté rapidité, parce que le stéréotype enfant au potentiel, enfant très rapide, et encore, c'est pas ce que moi je vois, mais voilà, c'était le stéréotype que j'avais en tête. Donc, je m'attendais à, dans ce dernier indice du QI, il y a l'indice de vitesse de traitement. Hein. Donc là, moi, je m'attendais à des performances extrêmes. Et au départ, j'étais très déçue, parce qu'en fait, la majorité des patients que je voyais, justement, c'était là où ça, allez, on parle aussi vulgairement, ça ne cassait pas des briques, voilà, c'était juste bien. Mais par rapport au reste, c'était nettement moins bien. Et donc, là aussi, ça m'inquiétait. Ben non, en fait, c'est tout à fait normal. Je me suis même demandé si ces épreuves, c'était pas juste les épreuves les moins agréables, en fait, les moins drôles du test. Parce que quand je les ai interrogés, mes patients me disent oui, en fait, c'était un peu nul ton truc, voilà, le truc de vitesse de traitement. C'était l'épreuve la plus scolaire que j'avais à proposer dans tous les subtests confondus. Et donc, en fait, ça les ennuie. Et ça, on l'a démontré que c'est fréquent, en fait. Hein, cet indice de vitesse de traitement est souvent moins élevé que les autres, sans que ça ne veuille dire que ce soit un problème pour autant, en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'indice de mémoire de travail est assez, comment je vais dire, est un indice assez pertinent pour déterminer le haut potentiel. L'indice de mémoire de travail, quand il est très élevé, ça veut dire que ce sont des enfants qui gardent l'information le temps de la travailler, qui peuvent vraiment avoir un empan mémoriel important afin de travailler plusieurs données à la fois. Et là, c'est un indice, dans la littérature scientifique, c'est prouvé également, c'est un indice assez pertinent au niveau de la haute potentialité. C'est vrai qu'il y a quelques années, en tous les cas avant le WISC 5, on parlait beaucoup de l'ICV, donc d'un indice de compréhension verbale, c'est-à-dire la mémoire des mots à long terme, hein, je simplifie, en disant oui, ce sont des enfants qui emmagasinent énormément, enfants, ados et adultes, hein, qui emmagasinent énormément de données et qui peuvent se les rappeler facilement. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent très élevé. Ce sont de bons lecteurs, hein, souvent. Ils lisent souvent, hein, en tous les cas, ce n'est pas exclusivement, mais souvent. Mais l'indice de mémoire de travail est un indice assez fiable de la haute potentialité. Ce qui n'est pas vrai pour l'indice de vitesse de traitement. Personnellement, je pense que s'il y a une zone de haute potentialité en indice de vitesse de traitement, généralement, on n'atteint pas les 130, excusez-moi de parler en chiffres, mais l'indice de vitesse de traitement, moi, je ne vais pas dire à l'enseignant, vous savez, c'est un enfant qui va très vite et qui est... Il faut voir les autres indices. La vitesse de traitement, c'est quand même assez répétitif. Hein, c'est les enfants, il faut voir la méthode qu'il a utilisée aussi hein, pour résoudre. J'ai travaillé dans un centre où on accueillait 70% de patients qui présentaient un retard mental. Et donc, je faisais aussi de la rééducation là-bas. Et donc, je stimulais tout ce qui était discrimination visuelle et donc stratégie. Et donc, j'ai déjà été assez contente de voir, contente de toute façon illusoire bien sûr, de voir voilà un enfant bien sûr qui conservait un retard mental bien sûr général, mais qui performait de façon tout à fait fabuleuse en vitesse de traitement. C'était vraiment un indice de vitesse de traitement de 117, voilà pour le dernier patient que j'ai vu avant de quitter ce centre et de travailler chez moi. Mais voilà, donc effectivement, cet indice-là ne veut rien dire. Et je me permets d'en parler parce que ça faisait partie d'un des mythes que moi j'avais. Je m'attendais vraiment à retrouver des indices très élevés et en fait, non, ça ne tient pas. Mais je voudrais terminer peut-être, je ne sais pas si... Oui, on est bien dans le temps. On va bientôt avec le quatrième entretien. Voilà. Le quatrième entretien, donc après avoir réalisé le testing avec l'enfant, eh bien le quatrième entretien, même avec des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, c'est l'enfant qui reste le patient, entre guillemets. Et c'est lui qui est le centre. Et donc, personnellement, je pense qu'on peut très bien expliquer les résultats d'un test à l'enfant de manière très simple. Il faut que l'enfant comprenne ce qu'on a fait et ce qu'on va en faire. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qui va t'aider? Et donc, je pense que le quatrième entretien est vraiment très important parce que ça va projeter l'enfant. Il y a des parents qui me disent parfois, vous ne pouvez pas vous imaginer comme dans la voiture, l'enfant, il se sentait bien. Il a compris que je n'avais pas testé l'intelligence,
que c'est pas pour autant qu'il allait avoir toutes les modalités pour bien réussir. Ben, il a compris que bon, ça l'a rassuré peut-être. Bon, et en quoi l'enfant reste le centre de l'aide. Et donc, c'est fort important. Alors, de révéler les chiffres ou pas, moi, personnellement, je pense qu'on donne les chiffres. Et parfois, bon, au niveau des enseignants, mais bien sûr, bon, il y a les quarts types. Bon, voilà, on peut aussi donner le percentile. Enfin, moi, je parle quand, au téléphone, je parle plutôt en percentile. Je ne parle pas en chiffres. Je ne vais pas dire tel enfant a un QI de 135. Je vais parler en percentile. Je vais dire qu'il est au-delà du percentile 99, par exemple. Et vous vous rendez compte, c'est 1% de la population. Et voilà, il n'a pas à connaître le chiffre. Donc, mais d'autre part, l'enseignant, pour travailler avec lui, il faut lui donner un minimum d'informations. Et donc, le rapport va être réalisé pour l'enseignant, pour le suivi. C'est pas un rapport, enfin, on écrit pour quelqu'un. Donc, si c'est pour un spécialiste, pour le neuropédiatre ou autre, bon, moi, je vais faire un rapport différent. Mais le rapport pour l'enseignant va être basé sur une compréhension du fonctionnement intellectuel et de la portée scolaire. Et donc, nécessairement, on entre dans une dynamique de suivi. On ne fait pas un test pour avoir un rapport en disant, bah oui, voilà, mon QI, j'ai ça. Non, il va être les résultats et vont apparaître dans une dynamique de suivi. C'est extrêmement important. Et surtout montrer à l'enfant qu'il ne dysfonctionne pas et qu'il fonctionne différemment et dire maintenant, tu as des forces, mais tu as aussi les difficultés. Et que va-t-on en faire? Comment va-t-on t'accompagner? Et là, on va proposer des pistes. Et on va élaborer des pistes avec les parents et les enseignants. Et parfois, pour des situations bon, assez complexes, on se déplacera à l'école. Hein. C'est indispensable. Et ça fait partie du suivi. Je ne me vois pas travailler dans certaines situations sans aller à l'école. Enfin, mes collègues font la même chose, vous savez. Mais je pense que c'est impensable. Donc, on est dans une dynamique interprofessionnelle. Et ce n'est pas une question de dire à l'enseignant ce qu'il doit faire. C'est lui dire, bon, que fait-on ensemble? Et puis, bon, il faut aller sur les sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Hein, il y a des fiches d'accompagnement des jeunes à haut potentiel. Et maintenant, on rédige des PIA, des projets individualisés d'accompagnement. Beaucoup d'écoles ont des personnes, surtout dans le secondaire, hein, des personnes formées pour faire les suivis, la relation avec les enseignants. Bon, et travailler avec quelle école? Bon, on travaille avec toutes les écoles. Voilà, il y a des écoles qui sont peut-être plus partantes pour mettre en place des choses, mais toutes les écoles, avec le nouveau décret de 99, de 2019, pardon, 2018, Oui, oui. septembre 2018, avec les aménagements déraisonnables, je crois que c'est septembre Oui, 2018, hein. oui, oui. Bon, ils sont à même de mettre en place des suivis adéquats, mais là, le professionnel va entrer en relation avec les enseignants. C'est beaucoup plus facile pour le professionnel que pour les parents. Hein. Il faut bien se rendre compte. Un enfant qui vit l'ennui scolaire, c'est plus facile pour le professionnel de travailler avec l'enseignant parce que l'enseignant pourrait penser que les parents vont voilà, ils sont pénibles. Encore elle. Encore elle. Voilà, elle croit qu'enfin que son enfant est plus malin que les autres. Ah non, 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 tout est prouvé. Et puis, il n'est pas question de ça. Hein. C'est pas du plus, c'est de la différence. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que moi, je vois vraiment l'utilisation du bilan dans la même optique d'apporter des aides pratiques. C'est-à-dire, j'aime aussi bien voilà, le questionnaire de besoins parce que ça offre une lecture, ça permet de gagner du temps, de dire, bon, ben voilà, a priori, c'est quand même un test, un questionnaire très riche, a priori, ben, là, il y a vraiment un déficit au niveau de c'est un enfant qui a besoin pas seulement de découverte, mais d'expérimentation, c'est-à-dire d'un peu plus de liberté. Parfois, c'est simplement ça, hein, il manque de ça. Il est trop cadré. Donc, un cadre, je reviens sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, un cadre reste indispensable d'abord pour tous les enfants et chez eux aussi. Donc, voilà, j'insiste parce que le problème, entre guillemets, peut aussi venir de là. Hein. Le cadre est flou, les règles, les lois, tout ça, c'est pas
clair pour lui. Et puis en plus, il a une richesse de vocabulaire a priori. Certains, voilà, il sait répondre. Certains sont très doués pour l'argumentation et donc pour rendre les parents complètement chèvres. Et puis les parents sont bien obligés de dire oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Mais cependant, etc. Et on entre dans des débats sans fin. Et bonne chance à l'adolescence, effectivement, où a priori à l'adolescence, on vient les remettre en jeu, on vient a priori de vouloir être plus un individu, donc avoir une tendance plus à l'opposition. Donc tout ça ne va faire que s'aggraver, quelque part se renforcer. Donc là, de nouveau, voilà, quel que soit l'enfant, on pose un cadre. Et voilà, bref, j'utilise ce questionnaire des besoins, ça me permet d'aller vite et de donner des conseils souvent assez simples, en fait, finalement. Et donc, oui, puisque je suis du bon côté du bureau, c'est-à-dire je ne viens pas avec mes émotions de maman, j'écoute, j'arrive à être objective, en fait, sur une situation et donc, à froid, plus donner, en fait, ces petits conseils. Donc, maintenant, on va peut-être passer à quelques questions. On voit que, voilà, ça s'agite un peu au niveau du chat. Donc, je vais rapprocher un tout petit peu et lire certaines questions. Que faire avec un jeune enfant HP qui ne respecte pas la règle, même s'il la comprend et l'estime fondée? Ah, ça, c'est compliqué. Allez, quelques éléments. Oui. Là, je pense que le jeune à haut potentiel, surtout lui, il faut éviter les discussions. Je pense que l'idée, c'est de lui dire en quoi, pour toi, les règles sont-elles importantes. Et je pense qu'il doit rédiger lui-même un canevas, un contrat. On en arrive à ça. Parce que les paroles, ils vont vous épuiser. Donc, je pense, enfin, moi personnellement, je travaille beaucoup par écrit à ce moment-là. Je dis, bon, en quoi tu t'engages au niveau scolaire à t'organiser? Comment vas-tu t'organiser? Il y a un souci. Je voudrais bien que tu notes par écrit comment tu vas t'organiser et que tu t'y tiennes. Ça va être un contrat. C'est un contrat, pas disciplinaire, c'est un contrat avec toi-même. C'est un contrat de réussite scolaire. Et donc, on va parler aussi aux enseignants parfois. Moi, je travaille avec des ados et je travaille aussi avec les enseignants qui vont faire la même chose. Et on va leur expliquer, oui, à la maison, il y a un contrat de travail, où il y a un contrat de ceci ou de cela, voilà, avec des règles qu'il doit appliquer et qu'il a lui-même validées. Et à l'école, on va le soutenir dans ce type de démarche. Voilà, un temps de travail, ou je ne sais pas, hein, scolairement, enfin avec les ados, ou même les enfants. Avec les enfants, il y a des règles. Madame, quand c'est un enfant qui est, comment je dirais, impulsif et qui va répondre sans lever son doigt, on va mettre l'objectif, je lève mon doigt avant de répondre. Et puis on va l'évaluer et le féliciter quand il parvient à maîtriser cet objectif. Donc, de la comportementale, hein, c'est ça, hein, le renforcement. Mais stimulation, expérimentation, renforcement. Donc, autrement dit, on va entrer dans une dynamique où l'enfant ou l'ado va reprendre du pouvoir sur les choses. Parce que quelque part, quand il n'y a plus les règles, il a perdu le pouvoir. Or, on sait bien, comme tu disais, c'est-à-dire que sans contenant, sans cadre, on est dans l'anxiété et l'angoisse. Hein. Et donc, l'enfant, il a besoin de balises. L'ado, même chose, l'adulte aussi, bien sûr. On a besoin de balises parce que ça nous aide à nous rassurer aussi. Et donc, il faut tester. Et surtout, moi je suis plutôt au renforcement positif. Et il faut pouvoir mettre en place, bon, je travaille beaucoup avec l'approche santé recherche solution, hein, donc on va mettre en place des petits objectifs, et c'est la méthode des petits pas, pour que le jeune reprenne du pouvoir sur les choses. Parce que là, à un certain moment, c'est plus possible. Et on discute, et plus on discute, moins ça va. Les règles, ça ne se discute pas. Le code de la route, moi, je ne le discute pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je pense que ce qui se discute, c'est telle maîtrise du coronavirus, des règles sanitaires. Bon, je suis d'accord, pas d'accord. Ça se discute. Hein, bon. Mais bon, il y a des choses qui ne se discutent pas, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais donné la même réponse. J'ai remarqué que pour les patients avec lesquels je travaille, ils s'opposent parce que à certaines règles, parce qu'ils ne les trouvent pas toujours très cohérentes.
et ils ont énormément besoin de mettre du sens. Mais donc voilà, si, donc du coup, voilà, donc c'est une discussion, du coup, ça m'arrive de faire un peu de guidance parentale entre adultes en disant, voilà, votre règle, bah, ok, c'est vous qui décidez de ça, mais est-ce que vous-même respectez cette règle finalement Est-ce que voilà. la règle existe d'abord? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'on parle de façon concrète en fait, voilà, avec l'enfant? Et ça, c'est vrai pour n'importe quel enfant. Mais voilà, chez ces enfants qui sont très subtils, assez observateurs, qui réfléchissent assez vite, eh bien voilà, ils vont repérer en fait des incohérences. Et souvent, c'est des petites choses comme ça. Les parents ne s'en rendent pas compte parce qu'ils vivent dans la situation. Moi-même, hein, en tant que maman, je peux montrer des petites incohérences. Et voilà, c'est l'enfant qui va dépister d'autant plus en fait. Mais bon, c'est des petites bêtises, mais c'est vrai que d'où l'intérêt d'avoir un suivi pour, oui. Peut-être pour vous aider, il y a un livre de Patrick Traube sur les règles. Je ne me souviens plus du titre exact de son livre, qui explique bien la manière de concevoir et de faire appliquer les règles à la maison. Patrick Traube. Et c'est très pratique, hein, et vraiment bien vu, bien analysé. Ok. Pour le reste, bah, c'est bien, je vais vous répondre entre vous. C'est vrai qu'on avait des questions voilà, sur le PIA, comment faire appliquer la différenciation, donc des aménagements. Voilà, c'est des questions qui reviennent souvent bêtement. Ben, on va faire des contrats avec l'enfant, l'ado pour son comportement. On va faire aussi des contrats entre adultes où chacun s'engage, en fait, simplement. Il faut surtout évaluer. Voilà, et alors faire des aménagements qui sont utiles. Voilà, je le dis parce que voilà, je suis neuropsychologue, mais ma maman est enseignante en secondaire et c'est elle qui s'occupe de ce qu'on appelle la cellule 10. Et on lui refile comme ça un truc, une liste en fait, où la dernière page du rapport d'une neuropsy qui est infernale parce qu'on aime bien écrire 20 pages, je sais pas, il faut qu'on arrête, mais bon. Voilà, la dernière page, c'est voilà, une liste interminable d'aménagements. Bah, finalement, on en garde 3 qui sont essentiels, qu'on a validés en bureau, en cabinet, avec le jeune, avec sa famille. Et ça suffit. N'évitons pas les enseignants qui ont un métier difficile. Faisons de l'utile. Et tout ça, ça se discute, ça s'affine. Voilà. Et après, on s'engage. Et on peut signer le cas échéant et chacun s'engage. Oui, et puis l'intérêt, c'est de pouvoir évaluer. Hein. Ce n'est pas le tout de dire qu'on va faire. Il faut pouvoir fixer des moments d'évaluation et dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment va-t-on s'y prendre autrement. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause du jeune. C'est parce que nos objectifs sont peut-être trop élevés. C'est peut-être ceci ou cela. Il faut pouvoir remettre en question. Donc, il y a tout un processus à mettre en place. D'où l'intérêt de communiquer entre nous et régulièrement de revoir ce qu'on fait et faire, voilà, souvent c'est des petites choses simples. Le plus long pour moi, c'est vraiment d'arriver à comprendre une situation qui est régulièrement complexe. Il y a l'environnement, il y a l'enfant, ses émotions, il y a ses comportements, il y a la priorité aussi. S'il y a des comportements difficiles, qu'est-ce qu'on va choisir comme priorité? Et puis mettre tout le monde d'accord. Il y a les objectifs de l'enfant, effectivement, qui est notre premier demandeur. Mais souvent, les parents sont les premiers demandeurs, en fait. C'est parce qu'eux sont démunis. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a essayé ça, mais on ne sait plus, en fait. Et la tante, et sa marraine, et la grand-mère, elles disent qu'il faudrait faire ça. Et donc, voilà, l'objectif aussi, c'est aussi ça, c'est d'entendre toutes les demandes, quelque part. Bien. Eh bien, écoutez, on espère qu'on a répondu à une majorité de vos questions. Victor, est-ce qu'on a pu parler? On pourrait parler des heures. C'est passionnant. C'est un sujet passionnant. Et ce sont des enfants, des ados, des adultes passionnants, bien sûr. Voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et voilà, de nouveau, ce qu'on a dit aujourd'hui au niveau scientifique, bien sûr, ça, c'est vrai. Mais peut-être que dans 5-10 ans, bien, on aurait d'autres... on parlerait de façon plus modérée pour certains thèmes et d'autres plus affirmatives, parce que la science, c'est ça, c'est tous les jours. Et donc, c'est vrai, on en discutait quand j'ai accueilli mon collègue. Voilà, il y a beaucoup de conflits, en fait, hein, dans le milieu de thérapeutes. Tout le monde n'est pas d'accord. Souvent, cliniciens et chercheurs se chamaillent.
C'est vraiment dommage parce que la réalité, en fait, c'est ce que les deux ont à dire. Voilà, il y a la science qui est indispensable, mais il y a aussi les patients qui là sont en face de nous au bureau et ce qu'ils vivent finalement. Et puis, il faut penser aussi que ce n'est pas un effet de nouveauté, c'est pas un effet, bon voilà, on parle que des hauts potentiels. Vous savez, on en parlait déjà en Antiquité, quoi. Et puis les puers senex, ça existe, et bon, et les Picti et ainsi de suite, au niveau historique, c'est quand même une problématique qui date, qui est très ancienne. C'est pas un effet de nouveauté. Mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus exacerbé. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'épanouissement personnel, on est dans la réalisation de soi. Et donc, on est dans des remises en question de systèmes normatifs qui sont peut-être parfois obsolètes. Voilà. Et je pense que les enfants, les ados et les adultes au potentiel font avancer, ça, bon, voilà, ça c'est peut-être un parti pris, mais ce sont eux qui sont les éclaireurs, ce sont eux qui font avancer aussi la société. Ce sont les deux extrêmes de la courbe de Gauss qui font avancer. C'est-à-dire que c'est intéressant de travailler au niveau des difficultés comme des forces. Et donc, c'est ça qui remet en question. La norme, bah, voilà, la norme, elle est là. Mais je pense, enfin, moi, j'apprécie beaucoup de travailler, on n'est pas clinicien pour rien, j'apprécie de travailler avec la différence. C'est ça qui est intéressant. Voilà, qu'elle soit dans des handicaps ou dans les difficultés, c'est ça la richesse. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Je vérifie, voilà. Oui, bien sûr. Alors pour les détails techniques, évidemment, je reste là par email. Hein. Il y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un maximum de réponses. Et donc, voilà, je suis disponible du coup par email pour répondre à éventuellement d'autres questions. Eh bien, merci à vous encore. Une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour d'autres thèmes. Merci. Au revoir. Au revoir.